Je vous propose que nous poursuivions cette journée du Forum de la Résilience organisée par la métropole Rouen-Normandie avec ses partenaires. Rouen, regard croisé, storytelling et histoire vraie, c'est le sujet que nous allons explorer pendant l'heure qui vient. Là aussi, vous serez invités à poser vos questions à nos invités, que vous soyez ici dans la salle au 106 ou que vous nous suiviez en ligne. Il suffit de laisser vos commentaires sous le live sur la page Facebook de la métropole Rouen-Normandie. Storytelling et histoire vraie, 4 invités pour en parler. Michel Bussy, vous êtes géographe et écrivain, bonjour. Bonjour. À vos côtés, Jean Debry, vous êtes professeur des universités à Paris 1 Sorbonne et vous êtes co-auteur de cet ouvrage, entre autres la métropole performative, échelle de la fabrique métropolitaine rouennaise. Nous allons en reparler. Merci à vous également d'être là. Bonjour. À vos côtés, Stani Cambo, vous êtes architecte, auteur et membre de Échelle Inconnue, qui travaille et expérimente de façon artistique, qui produit des documentaires sur la ville, l'invisible de nos villes. Précisez-vous sur votre site internet. Bonjour. J'essaie d'être le plus précis possible, on n'y arrive jamais bien. Merci, bonjour. Et enfin, Fabienne Fendrich, bonjour. Bonjour. Vous êtes architecte et paysagiste, vous êtes chargée de mission innovation et expérimentation au ministère de la Culture et avant cela vous avez été directrice pendant une dizaine d'années de l'école d'architecture de Rouen et vous avez également été impliquée au sein du conseil consultatif de développement. Et un point commun vous réunit tous les 4, c'est que vous êtes tous finalement intimement lié à la ville de Rouen, puisque vous y avez soit vécu, y êtes né, y avez grandi, ou y avez fait vos études, vous y avez travaillé. Donc je pense que ça va être intéressant de croiser vos regards, chacun situé avec ce storytelling et cette histoire vraie. Ce que j'ai envie pour cette heure, c'est qu'on s'approprie, qu'on joue avec le mot histoire. Le mot histoire, il renvoie à plein de choses. Il rappelle les histoires, les contes de fées qu'on raconte aux enfants pour s'endormir. Raconter des histoires, c'est aussi une expression qui veut dire que l'on ment. L'histoire, c'est la grande histoire d'un territoire, le roman national aussi. Et les histoires, ce sont aussi nos histoires, les 1000 histoires qui se croisent dans une ville, dans un territoire, celles des gens, tout simplement, nous comme les autres. Et ce mot histoire, on va essayer de l'explorer ensemble. Vous avez tous travaillé ou une relation à cette histoire rouennaise. Et j'ai envie de partir de ce... Vu que l'on parle d'histoire, on parle d'écriture aussi, d'auteur. La métropole performative, Jean Debry, vous l'avez coécrit avec Xavier Desjardins, qu'on recevra d'ailleurs demain, en fin de journée. Qui s'intitule La métropole performative. Quand j'ai ouvert ce livre, je me suis dit, tiens, on va parler de la performance des territoires métropolitains. Et en fait, pas du tout. Donc j'aimerais, parce que c'est très lié à cette histoire, à ce mot histoire et à la notion de récit, que vous nous expliquiez ce qu'il faut entendre par ce terme de performative. Bien, merci beaucoup pour cette première question qui va me permettre de clarifier notre objet de recherche et surtout de lever une ambiguïté, je pense, sur la proximité sémantique entre performatif et performance. On s'est intéressé avec Xavier Desjardins et nos étudiants d'urbanisme, ce travail a été développé dans le cadre de 2 ateliers universitaires, à caractériser les effets de la construction institutionnelle métropolitaine. Moi, j'ai souvent tendance à dire, c'est pas moi qui ai dit que Rouen était une métropole, c'est la loi MAPTAM qui a décidé que 22 espaces urbains deviendraient des métropoles. Et ce qui nous intéresse, en fait, c'est de caractériser les effets de cette construction institutionnelle. Et comme on fait de l'urbain, ce qui nous intéresse, c'est de caractériser les effets sur le récit, les dispositifs et les instruments. Voilà. Donc c'est ce qu'on a fait de façon très analytique, peu militante, en essayant de raconter une histoire vraie, ce qui nous semble être une histoire vraie, en clarifiant 3 échelles de la métropole rouennaise, le bassin de vie, l'axe Seine et la région Normandie, ce qui se jouait depuis cette histoire intercommunale qui débute en gros aux lois Chevènement et qui s'achève, j'espère qu'il ne s'achève pas, on en reparlera par la loi MAPTAM parce qu'on est au milieu du gué. Mais ce qu'on a essayé, c'est de caractériser ces effets. Alors, je suis content de pouvoir l'expliquer parce qu'évidemment, ce travail sur la performativité, qui est vraiment un concept très établi en sciences humaines et sociales, hein, beaucoup de gens travaillent sur la performativité, s'inscrit dans un contexte de remise en cause du fait métropolitain lui-même. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a une critique du fait métropolitain, et que comme il y a une proximité entre performatif et performance, on pourrait penser qu'on s'intéressait à la performance métropolitaine, ce qui n'est pas le cas. Moi, je connais les travaux sur l'avantage métropolitain. Je ne saurais pas définir ce qu'est la performance métropolitaine. Je ne sais pas du tout dire pourquoi une métropole devrait être performante, d'ailleurs.
Je ne pense pas que ce soit l'agenda politique du moment. Mais c'est important, voilà, je trouvais que c'était important de caractériser ce qui se jouait à 3 échelles. Qu'est-ce que ça change, en fait, de devenir une métropole du point de vue institutionnel? En quoi ça change le récit, les documents, ce qui se joue, en fait, et en quoi ça tisse des relations territoriales qui sont nouvelles. Alors ce terme de performativité, vous écrivez dans le livre, alors j'ai pas fait la citation exacte, en tout cas c'est lorsque un énoncé produit ou tente de produire une réalité. Donc est-ce qu'il faut comprendre que le terme métropole, qu'il s'agisse de Rouen ou d'autres territoires, par lui-même porte une histoire, l'histoire de ce que doit être un territoire, comment il s'organise, comment il régit, met en stratégie ses flux, les vies qui s'y jouent. Je pense qu'il participe d'une évolution du récit. On n'avait pas besoin du terme métropole avant pour construire des relations intercommunales. Elles se sont construites en dehors de ce référentiel métropolitain. Je pense que l'utilisation de ce référentiel par le législateur, j'insiste pas par les chercheurs qui s'intéressent aux faits métropolitains, change la nature du récit. Effectivement, on lui donne une performativité qui est différente, qui aujourd'hui se développe sur un discours de la transition qui trouve en fait dans ce récit métropolitain, de façon juste, pas juste d'ailleurs, qui trouve en fait un terme porteur en fait qui permet de modifier le récit. Je pense ni plus ni moins, quoi. C'est-à-dire que c'est un terme qui n'est pas neutre, le terme de métropole. Le fait que le législateur ait décidé de choisir ce terme est discutable et pourrait être discuté. Est-ce qu'il y a une erreur de timing ? À un moment où tout le monde se remet en cause ce fait métropolitain de décider que 22 espaces urbains qui sont de nature très différente, quoi. C'est-à-dire, moi, je suis, comme plein de gens, intéressé par le débat sur le fait métropolitain lui-même. Dans ces 22 espaces urbains, il y a Paris, il y a Rouen, il y a Clermont, il y a Orléans, il y a Brest, quoi. C'est-à-dire des configurations urbaines qui sont quand même très peu comparables, mais dont l'intitulé métropolitain et les compétences qui lui sont associées modifient d'une certaine façon la trajectoire des politiques publiques. Est-ce que ce récit métropolitain porté par ce choix des termes par le législateur, est-ce que c'est un récit qui est d'ordre technocratique, c'est-à-dire qu'on est sur les métropoles, une institution qui gère des compétences extrêmement, qui peuvent être en tout cas extrêmement techniques, pour sortir d'un récit qui soit celui de politique au sens de ce que veut le peuple, de destin commun ou pas à l'échelle d'un territoire? Alors moi, je ne dirais pas qu'il est technocratique, je pense qu'il est l'héritage, et c'est peut-être le problème d'ailleurs dans la discussion aujourd'hui, il est l'héritage d'une pensée métropolitaine où on pensait à un moment que l'avenir de la ville était dans l'attractivité, la compétitivité, la concurrence européenne. On a beaucoup parlé dans les années 80-90 de cette montée en concurrence européenne des villes. Beaucoup de métropoles, entre guillemets, françaises ont joué ce jeu de l'attractivité, de la concurrence métropolitaine. Donc il est quand même chargé de ça. Moi, je trouve que plus que technocratique, il est quand même chargé d'une lecture que moi je juge un peu passé de ce discours sur l'attractivité, la performance, la concurrence européenne. Et donc, d'une certaine façon, ce mot qui est pour moi très chargé de tous ces sens libéraux, pour le faire dire, en tout cas une lecture très économique, doit changer de sens par une évidence, parce qu'il est quand même chargé de ça. Plus que technocratique, je pense qu'il est chargé de ça. Michel Bussy, vous êtes géographe et écrivain, donc les histoires, vous connaissez bien. Je ne sais pas quelle est de celle de vos casquettes qui est la plus présente aujourd'hui, sans doute celle du géographe. Vous aviez participé à un ouvrage collectif en 2008, Rouen, la métropole oubliée. Lorsque vous entendez cet énoncé storytelling et histoire vraie, quel récit vous vient en tête? Pour vous, c'est quelle histoire qu'on nous raconte? C'est vrai que j'ai eu 2 vies, enfin j'en ai eu qu'une déjà, c'est que je suis né à Rouen et je suis resté encore à Rouen plus de 50 ans après, donc je n'ai jamais été très loin dans ma vie professionnelle et privée de Rouen. Et j'ai eu 2 vies, c'est-à-dire qu'effectivement j'étais universitaire pendant des années, géographe à la fac de Rouen, et avec quelques autres géographes, on a quand même beaucoup écrit sur la métropole, l'intercommunalité, les faits métropolitains en Normandie notamment, et je suis devenu écrivain entre deux, et je ne suis plus qu'écrivain depuis 4-5 ans, ce qui fait que je vais avancer avec prudence, parce que je risque de dire de grandes âneries, de choses très décalées par rapport à ceux, mes collègues universitaires, qui continuent de travailler sur ces questions au quotidien. Alors puisqu'on revient sur la métropole oubliée, et cet ouvrage qui avait été publié sous la direction d'Yves Guermont il y a une dizaine d'années, en fait ça partait d'un constat assez simple et qui était quand même partagé par la plupart des géographes à l'époque, qui était que à la fois Rouen se rêvait métropole,
par son poids démographique, qui était globalement 500, 600, 700 000 habitants selon les limites qu'on choisit. Mais en tout cas, Rouen était effectivement de la taille de Grenoble, de Strasbourg, de Montpellier, enfin d'autres villes, et de loin la deuxième ville démographiquement du bassin parisien, donc avec une situation stratégique en plus importante. Donc tout ça l'a hissé au rang des métropoles. Alors on ne va pas refaire toute l'histoire des moments où Rouen a été métropole, les moments où elle ne l'a pas été en 66. Enfin voilà, donc il y a eu comme ça des choix. Mais en tout cas, à ce moment-là, elle est rentrée dans la catégorie des métropoles au sens de la loi. Et néanmoins, à cette époque-là, c'était l'idée de dire que sur un certain nombre de critères, Rouen n'était pas comparable à d'autres métropoles. Alors on ne va pas reprendre tous les critères, mais c'est effectivement le nombre d'étudiants, par exemple, sur le nombre de sièges sociaux d'entreprise, enfin un certain nombre de choses. Donc ça, c'était un peu le récit, l'élastique éternel de Rouen. Rouen est une ville plus grosse que ce que les gens pourraient croire. Quand on demande à des étudiants ailleurs de dire si tu es Rouen, les gens ne savent pas trop où Rouen c'est, etc. Donc Rouen a l'impression que Rouen est plutôt une plus petite ville que ce qu'elle est en réalité. Et d'un autre côté, quand on joue à la grenouille et qu'on se dit on est une grande métropole, on a tendance à l'inverse à nous dire oui, mais voilà. Donc on est toujours sur cette ambiguïté qui est en fait logique. C'est évidemment l'attraction de Paris qui fait qu'on est la plus grosse ville, la plus proche de Paris. Et comme partout dans le monde, quand on est une ville un peu satellite d'une capitale mondiale, bien forcément, il y a à la fois des atouts et à la fois des fonctions, notamment de commandement, qui sont un peu décapitées. Donc je pense que la storytelling, elle est là. Après, c'est vrai que Rouen a aussi une très jolie storytelling, très jolie histoire vraie. On dit toujours, c'est la deuxième ville du royaume jusqu'à peu près 1800. Il y a une histoire riche, il y a des choses à montrer, il y a évidemment beaucoup de choses à raconter. Donc cette histoire est vraie et j'en m'en suis beaucoup servi en tant qu'écrivain. Et on voit bien qu'il y a un imaginaire qui se raccroche à Rouen, mais qui se raccroche aussi à la Normandie. Rouen est aussi une capitale naturelle, une région connue, ce qui est aussi un atout fort par rapport à d'autres villes. Donc c'est vrai que toute cette histoire est là. Après, quand on a écrit La métropole oubliée, il y avait aussi cette idée de dire, attention, qu'est-ce qu'on appelle Rouen ? Rouen, c'est à la fois, pour beaucoup, la ville-centre, et c'est aussi cette métropole, et jusqu'où va la métropole. Aujourd'hui, évidemment, elle va jusqu'à Jumièges, elle ne va pas jusqu'à Pont-de-l'Arche. Voilà, donc après, voilà, il y a d'où on va sur cette... Et du coup, ça renvoie à d'autres storytelling, entre guillemets, qui peuvent être quid de la Seine. Aujourd'hui, effectivement, la métropole, elle va assez loin quand même autour de la Seine. Je me rappelle d'une des dernières choses que j'avais fait en tant qu'universitaire. On avait, avec les étudiants de licence d'aménagement, visité toute la métropole avec une agence d'urbanisme parisienne qui venait visiter. Et ils étaient surpris parce qu'à chaque fois, on retrouvait la Seine. On avait le boeuf, il y a la Seine qui coule aussi. Puis après, on allait Jumièges. Mais elle fait quoi la Seine ? Enfin, ils n'arrivent pas du tout à se représenter la Seine et ses méandres par rapport à l'ensemble de la métropole. Donc il y a cette fameuse Seine qui est à la fois le cordon ombilical, cette séparation entre les rives, entre des boucles comme celle d'Elbeuf, qui rend les choses extrêmement compliquées et donc qui renvoie à plusieurs histoires. Et puis, dernière chose que je voudrais dire quand même, c'était quand même, dans le storytelling de Rouen, il y a quand même éternellement cette question du petit centre-ville ou de la petite commune-centre par rapport à un poids de l'agglomération très fort. Et donc, ça renvoie quand même à la difficulté, effectivement, quand on est une petite tête par rapport à d'autres villes, comme Le Havre, par exemple, qui a beaucoup plus facilement une storytelling, puisque quelque part, la commune se confond. Alors qu'évidemment, on pourrait dire que sur la métropole de Rouen, il y a beaucoup de storytelling, puisqu'il y a presque une storytelling par commune, souvent des grosses communes qui ont leur propre histoire, leur propre politique culturelle, parfois évidemment des antagonismes politiques très importants, voire plus importants que dans d'autres métropoles comparables. Et tout ça renvoie aussi à une spécificité de Rouen, sans doute pas assez souvent rappelée, ou parfois un peu passée sous le tapis, qui est effectivement d'assez grandes inégalités locales ou différences locales qui, du coup, rendent, à mon sens, une histoire commune. On est rouennais, ok, mais cette histoire n'est pas conforme à la réalité, parce que souvent la réalité de ce que vivent les habitants dans leur commune n'est pas du tout conforme à celle du fait métropolitain, si on accepte le métro ou le ramassage des déchets. Mais en dehors de ces compétences qui servent à tous, je pense que le discours lui-même a plus de mal à passer quand effectivement l'essentiel de la storytelling passe
par une communication municipale. Est-ce que justement, parce que rien que le terme storytelling, moi, me renvoie au marketing, à la publicité, transformer la réalité pour la rendre plus belle peut-être que ce qu'elle est. Est-ce que le storytelling métropolitain n'est pas l'outil en fait de cet enjeu de l'attractivité et donc de la mise en compétition des territoires au détriment des vies sur ce territoire? Ça ne devrait pas l'être en théorie. Enfin, ça devrait, peut-être permettre de rattraper les deux. C'est-à-dire que je pense que tout individu sur un territoire a besoin qu'on lui raconte une histoire. Et on a souvent dit quand même que le marketing territorial était beaucoup plus à usage interne qu'externe. C'est-à-dire que cette idée de la compétitivité, cette idée de dire que dans telle commune ou dans telle métropole comme Rouen, notre population est plus jeune, plus dynamique, plus entreprenante, plus accueillante, ça marche pas. Enfin, personne n'y croit à l'extérieur, puisque évidemment toutes les populations sont les plus dynamiques du monde. Et par contre, ça a un intérêt en communication interne, c'est-à-dire qu'effectivement, à force de lire qu'on est plus jeune, plus dynamique, etc., on finit peut-être par y croire un peu. En tout cas, souvent cette communication a plus d'effet en interne qu'en externe, en tout cas je crois, et donc c'est jamais désagréable d'entendre dire qu'on est une belle ville, une ville verte, une ville, etc. Donc je pense qu'il y a de ce marketing. Après, évidemment, il faut qu'il soit un tant soit peu connecté à une réalité, si possible, vécue par les habitants. Et puis, dans ce storytelling, en fait, ce qui fonctionne bien, c'est ce qui se voit. C'est effectivement si la ville apparaît embellie, si les quais apparaissent rénovés, si les rues sont rendues piétonnes, un bout de temps, les gens ont l'impression que la ville a changé. Et ça fonctionne assez bien, y compris dans des villes qui subissent des crises économiques, mais où finalement les choses semblent avoir changé visuellement. Mais par contre, ça ne fonctionne pas sur la vie des gens en direct. Et ça, c'est invisible, et ça, l'intercommunalité a beaucoup plus de mal à s'en occuper, et donc c'est peut-être là qu'est le storytelling. Mais après, je pense que d'un storytelling au sens métropolitain, je ne suis pas sûr que les gens attendent autre chose qu'on leur envoie une ville globalement qui aurait changé selon un certain nombre de critères. Et c'est là, à mon avis, la limite de la métropolité, c'est-à-dire que de la métropolisation, c'est qu'à un moment je donné... pensais que c'était un nouveau concept, métropolité. Je ne suis pas au fait. Et donc c'est effectivement comment arriver ensuite à communiquer, à raconter quelque chose sur des choses à des échelles beaucoup plus locales, qui peuvent être la vie de quartier, qui peuvent être la gestion des questions sociales, la gestion des écoles, des questions qui sont évidemment beaucoup moins faciles à raconter que de mettre en scène des voiliers autour de la Seine avec des quais rénovés et des grands bâtiments. Stani Cambo, Michel Bussy a parlé de ce qui se voit et de ce qui ne se voit pas. Donc la transition est facile pour vous interroger sur vous, qu'est-ce qui fait les récits ou le récit d'un territoire, de la ville de Rouen et d'une métropole? Est-ce qu'on peut parler d'une histoire vraie au singulier? Dans votre manifeste qu'on trouve sur le site d'Échelle Inconnue, on peut lire tracer les pourtours d'une ville complexe et polyphonique plutôt qu'unidimensionnelle et consensuelle. Est-ce que le récit métropolitain se veut unidimensionnel et consensuel? J'ai posé plein de questions en une, je suis désolé. Je commence par la dernière. Au vu de la journée d'aujourd'hui, j'aurais tendance à dire oui, il se veut plutôt consensuel. Est-ce qu'il l'est? Non, je ne crois pas. Je crois que le réel, justement, il est contre le consensus. Le réel, il est fait d'invisibles qu'on tait, qu'on tue parfois aussi. Et qui a en effet... La question du storytelling avant tout, c'est savoir qui prend en charge. Voilà, qui prend en charge le storytelling. Donc on voit que les chercheurs le prennent en charge, plus ou moins en délégation d'ailleurs, des fois à la lecture. D'autres chercheurs analysent la manière dont une ville se raconte, mais voilà, qui prend en charge le storytelling donc aujourd'hui? Qui écrit, qui énonce et pour qui? Voilà, qui écrit, qui énonce et pour qui. Et on voit dans la communication, alors je vais commencer quasiment par le technique, mais si on prend de la communication métropolitaine, au sens large, je ne parle pas que de la métropole de Rouen, mais on voit aussi qu'on est dans un assemblage de storytelling complètement différent, tenu par des acteurs qui sont des acteurs historiques des territoires, c'est à peu près la même classe politique, à peu près les mêmes classes sociales, à peu près les mêmes barons de l'industrie qui sont présents sur le territoire, et ces discours, ces différents storytelling varient en fonction de l'audience présumée. Si on peut avoir une intervention très politique, tournée vers le grand ripollinage techno-vert
nos métropoles, hein, puisque l'avenir, visiblement, c'est ça, hein, c'est la techno-végétation, et avec, d'un autre côté, la même personne qui s'adresse aux industriels en les invitant à venir s'installer sur le territoire. Bon, on va m'expliquer qu'il y a une possibilité de faire de l'industrie et faire aussi pousser des petites fleurs. Mais enfin bon, si on n'est pas complètement idiot, on sait bien que ça va pas complètement, ça va difficilement ensemble. Après, si on revient, alors ça c'est mon côté radical, hein, donc radical ça vient de racine. Je vais éviter de faire comme tout le monde, c'est changer les préfixes des mots pour montrer que je suis plus intelligent que les autres. Mais disons que l'idée même de la métropole est déjà un storytelling. C'est-à-dire essayer de nous faire passer pour naturel, une évolution naturelle de nos cadres de vie et de nos villes, quelque chose qui est en fait une logique néolibérale. Alors, on a parlé de compétitivité entre villes, mais bon, ça va plus loin quand même. La loi qui décide qu'il y a un certain nombre terroristes, un certain nombre de métropoles sur le territoire, bon, elle est quand même poussé par un monsieur qu'on connaît tous, hein, qui s'appelle Jacques Attali, voilà, qui est présent au moment de l'effondrement de l'URSS et qui vient aussi conseiller les Russes sur la manière dont il faudrait faire la ville et gérer l'économie. Grosso modo, en tout cas, le storytelling que nous, on essaie de porter, parce qu'en définitive, nous ne sommes qu'un storytelling parmi d'autres, hein, et on essaie de porter ceux d'autres personnes et plutôt les ignorer, c'est que, grosso modo, la métropole, c'est la forme urbaine du consensus de Washington. C'est-à-dire ce qu'on va inventer, ce que des économistes néolibéraux vont inventer dans les années 80 aux États-Unis, sous forme de 10 points appliqués rapidement à l'Argentine, pas de bol, c'est la Russie qui s'effondre avant, et qu'on va appliquer très lentement chez nous. La métropole est un des moments de cette politique-là, mais ça commence, disons, en 2002 avec la déstructuration des entreprises de réseau, la privatisation des grandes entreprises publiques, qui va complètement changer la nature de notre territoire et mettre, entre autres, des gens sur la route. Donc ceux-là, par exemple, qui ne participent pas du récit métropolitain, qui ne sont même pas intégrés dans ce récit métropolitain. Alors s'il y en a un, moi d'habitude je passe toujours la publicité du groupe Accor pour une chaîne d'hôtels qui a le nom d'un train américain, Couchette, où il explique qu'il s'adresse à des nouveaux grands mobiles en disant vous êtes les nouveaux nomades et le monde est votre terrain de jeu. Et on voit un type qui commence son jogging à New York, qui le continue à Pékin, qui le poursuit à Sydney, etc. Donc c'est une espèce d'idée d'une ville, d'un maillage mondial de ville-monde, hein, comme le dit, j'allais dire le regretté Attali, mais non, il est encore vivant, voilà, et qui d'un seul coup serait une sorte d'homogénéité aussi de la marchandise. Voilà. Il y aurait ces nouveaux nomades qui traverseraient ce territoire, pendant que la métropole, elle, chasse les nomades qui sont présents depuis toujours sur le territoire, et dont elle a besoin pour continuer à construire sa métropole. Je vous rappelle que enfin, nous, ça fait 10 ans qu'on travaille avec les mobiles, les travailleurs mobiles. Il y a 10 ans, on n'arrivait pas à suivre les situations. 3 ans après, on avait trop de situations face à nous. Je vous rappelle que le palais métropolitain qui est juste à côté a été construit aussi par des travailleurs détachés d'origine pakistanaise, je ne sais sous quel contrat. Hein. Est-ce que c'est pas ça, finalement, cette histoire vraie au singulier qu'il faut interroger? Parce qu'on entend bien qu'il y a une métropole en tant qu'institution portée par un cadre législatif et réglementaire. On a ces vies quotidiennes qui ne portent pas le même récit. Fabienne Fendrich, est-ce que c'est pas une articulation finalement des regards, une coexistence pacifique, pacifique ou pas d'ailleurs, on pourra y répondre, mais finalement des récits, c'est pas ça en fait. Le récit d'une femme qui a grandi dans cette ville, qui a occupé des fonctions, qui s'est impliquée dans la vie citoyenne, et tout ça, ça crée une multitude de récits. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Et de la diversité. Ouais. Alors, oui, bien évidemment, en fait, je pense que je trouve très intéressant la notion de performatif parce que je crois qu'évidemment, à partir du moment où on énonce les choses, elles se matérialisent. Elles vont se matérialiser dans un temps extrêmement long. Donc, ce qu'est la métropole aujourd'hui n'est pas ce qu'elle sera dans sa réalité demain et après-demain. Moi, je suis paysagiste également, donc les pieds dans la terre, ancré dans un territoire, que j'aime, auquel effectivement j'ai donné des choses de moi et que ce territoire me l'a rendu. Et je me rappelle des cours que j'avais avec Alain Rouget sur... il disait à partir du moment où on transforme le pays en paysage, enfin je pense que vous connaissez ça, on parle d'artialisation, donc d'un récit
la mise en art d'un territoire qui tout d'un coup devient en fait un paysage. Et je trouve que voilà, on est peut-être à l'aune de cette question-là, c'est-à-dire que à travers la métropole, moi j'entends qu'aujourd'hui on a effectivement un récit institutionnel, mais qu'on n'a pas encore ce récit mis en art qui doit convoquer la diversité des personnes, bien sûr, de ce qu'elles sont réellement, mais aussi un récit commun à travers cette mise en art. Voilà, c'est un petit peu ça que j'avais envie de dire, c'est-à-dire cette entrée de poser le regard pour construire aussi une métropole esthétique, voilà, où le cadre de vie sera de qualité réellement. Et par rapport à ça, je trouve que justement ce qui est intéressant dans cette métropole, vous avez dit aujourd'hui on a plein de métropoles, elles sont toutes différentes. Et ces métropoles, enfin la métropole Normandie, elle renvoie effectivement à la ville-centre, mais elle renvoie aussi à d'autres communes, plusieurs, des dizaines, hein, plus de 70. Et elle renvoie aussi à un paysage très particulier, puisque, je l'ai lu à travers votre ouvrage, on a 2/3 de la superficie qui est consacrée au territoire naturel ou agricole. Et je trouve que par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui sur la notion de Covid, de santé humaine, eh bien peut-être qu'on pourrait s'interroger sur ce que c'est que cette métropole Normandie, différente d'une métropole. Enfin, pour moi, la notion de métropole, ça avait quelque chose d'urbain. Et je pense que justement, si ces territoires naturels et agricoles existent en tant que tels à l'échelle du territoire de cette métropole, eh bien peut-être que là, il y a quelque chose à regarder. Et peut-être que justement, c'est cette notion performative qu'il faut regarder sur ces territoires-là. Voilà. Est-ce que finalement on pourrait dire que s'il doit y avoir une histoire vraie de Rouen et de son territoire métropolitain, c'est peut-être, parce que vous avez insisté sur la notion de paysage, vous êtes paysagiste en plus d'architecte, c'est celle de la géographie et des paysages, qu'on peut le lire et qu'à partir de là on peut avoir une lecture partagée, et c'est plutôt ensuite dans l'histoire de la construction de ces paysages qu'il y a de la conflictualité ou de la multiplicité des récits. Ben, moi, je crois qu'on a une lecture aussi de la diversité. C'est-à-dire que ma lecture intime de ce territoire de la métropole n'est sans doute pas le même que le vôtre, n'est sans doute pas le même que celui de Stani et de Michel Bussy, bien évidemment. Et c'est comment on met tout ça ensemble. Moi, je sais que je peux faire mon récit de la métropole. Pour moi, et je le dis souvent, je vous l'ai dit, mais je le dis souvent, pour moi, ce territoire, c'est un territoire de la pente. C'est finalement comment l'homme s'est positionné par rapport à la Seine, par rapport à la rue de la République, la rue Jeanne d'Arc. Il a conquis une pente, comment, dans les années 60, on a monté sur un plateau. Donc finalement, c'est aussi un progrès de l'homme, en tout cas, peut-être pas de l'humanité, mais en tout cas un progrès de l'homme à franchir cette pente, parce qu'on ne savait pas effectivement franchir cette pente. Et je trouve que la leçon urbaine de Rouen, c'est effectivement le franchissement de cette pente. Je trouve que la leçon urbaine, enfin la leçon géographique du territoire normand, en tout cas qui va jusqu'à notre territoire proche du bord de la mer, c'est aussi un moment, la pente dans sa brutalité à la mer, les falaises, l'abrupte. Donc là encore, il y a un traitement de la pente et de l'impossibilité à la franchir. Et puis je trouve qu'il y a toute l'histoire du Pays de Caux qui est aussi un rapport à la pente, puisque là on est dans la douceur, on est caché, on a ces petites routes du Clos Mazur où on traverse et on ne voit pas finalement la pente, elle nous raconte ce qu'on peut voir et ce qu'on ne peut pas voir. Donc pour moi, toutes ces questions de paysage renvoient en fait à des postures de l'homme dans une vie. Comment je parle même pas dans une métropole, hein, mais comment on est raccord entre ce qu'on est et ce qu'on fait.
Voilà. Alors, Et donc, pour moi, la métropole, elle raconte ça aussi. et comment, justement, alors peut-être Michel Bussy, parce que ça fait le lien avec cette notion de paysage, vous savez les regarder. Comment faire le lien entre un paysage partagé, qui pourrait être un peu le décor, et finalement des politiques qui veulent organiser, mettre en stratégie le territoire, et puis cette part sensible des récits du quotidien. Finalement, vous me disiez en préparant, il y a un récit métropolitain qui est d'une certaine façon virtuel, qui est décollé des réalités des habitants. Oui, bah c'est vrai que travailler aussi sur la nature, en tout cas sur ce qu'elle a de stable, est aussi une façon de faire consensus. Je me rappelle quand on faisait des travaux effectivement comme géographe, c'est vrai que dès qu'on abordait la Seine, ça faisait consensus parce que voilà, la Seine est assez consensuelle, tout le monde a quelque chose à dire, et même si on a des conflits d'usage autour de la Seine, néanmoins ça a généré une identité. Je travaillais aussi sur les panoramas de Rouen autour des forêts, la ceinture forestière de Rouen qui est assez unique pour une métropole de ce rang-là, donnait aussi donc cette forme d'identité parce que évidemment, cette nature-là a quelque chose de rassurant et de permanent et évidemment aussi d'une forme de communication positive. Après, évidemment, sans vouloir dire l'arbre qui cache la forêt, mais c'est évident que ce regard sur les panoramas, sur les pentes, sur l'eau, etc., est aussi peut-être ce qui va cacher parfois la vie quotidienne des habitants, et c'est plus facile évidemment de parler de la Seine que de parler de la vie des quartiers et de ses grandes difficultés. C'est parfois plus facile de parler effectivement des forêts, de la métropole verte, que d'aller dans le détail de ce que vont vivre les habitants qui sont enclavés, qui ont des distances à l'emploi, etc. Donc c'est vrai que c'est aussi la grande difficulté de l'histoire vraie de Rouen. Et moi, c'est toujours ce que j'ai dit quand on m'interroge comme écrivain, pourquoi écrire sur la Normandie, Rouen, etc. C'est ce mélange des deux, c'est-à-dire cette espèce de mélange à Rouen entre une beauté réelle du site, en tout cas quelque chose qui rend le site attachant par sa nature, par ses pentes, par ses paysages, par son patrimoine, et quelque chose qui est profondément pauvre, travailleurs, ouvriers. Effectivement, il y a la pente, mais il n'y a pas la pente sur la rive gauche, par exemple. Et pourtant, et donc ils peuvent se laisser aussi sentir oubliés dès qu'on parle de la pente, parce que eux, la pente, ils la voient de loin, etc. Donc c'est vrai que c'est la complexité de ce territoire qui aussi le rend attachant pour moi, et qui m'a peut-être nourri dans mon inspiration. C'est ce mélange permanent entre voilà, les fameuses flèches de la cathédrale ou la ville au sans clocher et la ville au sans usine, quoi. Donc il y a les deux, et donc ce mélange-là, il est quand même assez rare, et il rend complexe, je pense, la storytelling, et on doit être prudent parce que évidemment, on risque de ne parler qu'à quelques-uns si on oublie cette dimension-là. Et c'est vrai qu'au début, quand les métropoles sont arrivées, je me suis un peu battu avec quelques-uns pour dire attention, effectivement, la métropole, là pour le coup, pour revenir à la dimension de concurrence ou de performance, attention, Rouen n'est pas que une métropole qui doit être basée sur la performance, parce que de fait, il y a des éléments structurels de Rouen qui ne rentrent pas dans ce cadre de la performance. On l'a bien vu avec ces usines. Donc on ne peut pas mettre sous le tapis, par exemple, que Rouen est une ville industrielle et prétendre que Rouen est une ville que tertiaire, parce que de fait, ces industries, cette structure-là, elle existe, et la masquer, on l'a bien vu avec Lubrizol, c'est se la reprendre en pleine face à un moment donné. Donc on ne peut pas raconter quelque chose qui n'est pas Rouen, et Rouen, c'est aussi une ville pauvre, une ville ouvrière. Et c'est un centre-ville magnifique, et c'est aussi ça. Et c'est peut-être, dans l'histoire récente de Rouen, ce que ça nous a appris, ce que ça peut nous permettre de raconter ça. Et moi, je regrette un peu, effectivement, qu'il n'y ait pas à Rouen cette culture populaire qui existe à Rouen, et qu'on n'ait peut-être pas trouvé le moyen de la mettre en place. Quand on est dans Rouen qui candidate au statut de capitale européenne de la culture, hein, et c'est vrai que j'espère qu'on arrivera à promouvoir quelque chose autour de cette culture populaire. Évidemment, Rouen a des tas d'atouts culturels extraordinaires, mais il y a aussi cette dimension culturelle que Rouen, enfin cette dimension populaire, enfin culturelle aussi, mais populaire au sens qui est cette richesse, et qui
et qui feront, en fait. On peut pas, enfin voilà, on mettra encore un bon bout de temps avant que cette dimension industrielle disparaisse. Et elle a quand même très largement marqué le territoire, plus sans doute que dans d'autres communes, parce que l'urbanisation s'est faite comme ça. C'est d'abord une urbanisation sur les pentes, effectivement, et sur les pentes d'abord, et ensuite sur l'intérieur du méandre, et enfin sur les plateaux. Donc c'est vrai que ces strates comme ça d'urbanisation, on va en avoir encore pour quelques siècles, enfin, en tout cas quelques décennies, avant de pouvoir faire autre chose. Jean Debrye, est-ce que la performativité de l'énoncé métropolitain aurait cet impact collatéral en fait d'anesthésier ou de rendre inaudible, invisible d'autres récits qui peuvent lui être concurrents, le contredire? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez exploré dans ce cadre de cette recherche? Non, c'est pas quelque chose qu'on a exploré, mais c'est une question importante. Je veux bien essayer d'y répondre. Je pense qu'il y a une ambiguïté quand on parle de métropole, et on le voit bien en fait en discutant entre nous, c'est qu'on parle soit de cette construction politique, qui est la métropole au sens MAPTAM, soit du fait socio-économique que la métropole de Rouen, et c'est pas la même chose en fait. Alors évidemment, les deux sont pas tout à fait étrangères l'une à l'autre, mais c'est pas exactement la même chose. Alors moi ce qui m'intéresse, c'est davantage la construction politique, cette institution métropolitaine en tant qu'objet politique, et ce qu'elle dit et ce qu'elle dit pas. Je crois que c'est assez vrai. Enfin, je suis assez. D'ailleurs, vous n'avez pas dit oui ou non, mais ma réponse à la question, c'est oui, d'une certaine façon, le récit métropolitain en tant que construction politique, cache des choses. Par nature, j'aurais tendance à dire, c'est que c'est pas la métropole, le problème, c'est l'intercommunalité en général. C'est-à-dire que ce que les politistes nous disent depuis très longtemps, c'est que l'intercommunalité est une machine à construire du consensus. C'est sa raison de vivre, en fait, de construire des consensus à une échelle qui épouse plus ou moins bien, mais mieux quand on l'élargit, le bassin de vie. Donc, d'une certaine façon, on construit des consensus qui participent, à mon avis, d'une aventure métropolitaine intéressante, qui, sous certains aspects, moi, je la juge pertinente, et notamment sur cette idée de transition et sur cette idée d'atterrissage, en fait, d'un certain nombre de projets alimentaires, agricoles, logistiques, qui trouvent dans l'échelle métropolitaine un terrain intéressant d'atterrissage, pour faire l'analogie avec ce que dit Bruno Latour, qui nous invite à tous atterrir. Je trouve que la métropole est un terrain d'atterrissage potentiel, mais que la construction politique, par nature, effectivement, cache. Alors, je ne sais pas si c'est cache sous le tapis, comme disait Michel Bussy. Est-ce qu'on les cache sous le tapis? Mais par essence, en fait, la construction intercommunale, elle est basée sur un consensus, et donc sur une machine à fabriquer du consensus qui explique que pendant très longtemps, et encore un peu aujourd'hui, et je pense que c'est l'enjeu aujourd'hui, que la plupart des consensus se sont joués sur des aspects techniques, le transport, le déchet, l'assainissement, parce qu'il n'y a pas de consensus sur la question de l'habitat, du logement social. On sent effectivement que là, ça frictionne beaucoup plus, et du coup, au fond, la métropole est une interco, c'est ce que j'allais dire d'une certaine façon. La métropole est une intercommunalité. C'est le dernier stade de cette histoire de la construction intercommunale. Elle fabrique du consensus politique autour d'objets techniques. Elle propose une échelle de réflexion et d'aménagement que je juge intéressante par rapport à des agendas de transition écologique qui trouvent à cette échelle. C'est ce qui a été rappelé, mais moi ce que je trouve très intéressant, c'est de rappeler que 2/3 de la métropole de Rouen, c'est une surface forestière, naturelle, agricole, que 2/3 des collectivités de Rouen sont des villes de moins de 5000 habitants, et que du coup, par rapport à ce débat contre la métropole hyper dense, compacte, barbare, etc., quand on observe Rouen, c'est pas ce qu'on voit. Et je trouve que c'est un truc intéressant à mettre à jour. Mais pour répondre pleinement à votre question, oui, d'une certaine façon, par essence, en fait, on construit du consensus, et ça met sous le tapis des choses qui sont moins consensuelles, mais c'est une institution politique dont le but est de faire de l'intercommunalité, donc de l'inter, qui explique en fait ce traitement. Donc je pense que l'enjeu aujourd'hui, c'est effectivement comment on traite de choses qui sont moins consensuelles, qui sont plus polémiques. On a vu récemment avec l'accident Lubrizol qu'un certain nombre de questions devaient être traitées et qu'il était urgent de les traiter. On ne les a pas traitées parce que ça ne rentre pas dans la machine à fabriquer du consensus, et il va bien falloir les traiter. Stani Combo, vous voyez réagir là-dessus? Je veux bien réagir, parce qu'en effet, là, il y a la question des histoires. Hein. C'est ce qu'on pose. Hein. Donc, en effet, il y a une histoire possible du phénomène métropolitain qui est l'aboutissement de l'intercommunalité.
derrière le projet métropolitain. Enfin, il y a aussi un impensé aux politiques, mais qui des fois s'exprime. Donc il y a des auteurs qui l'expriment assez clairement. Il y avait aussi cette idée de super commune. Donc là, on était déjà au-delà de la simple notion d'intercommunalité. Et puis aussi l'idée de poursuivre quelque chose qui soit de l'ordre de la décentralisation, en tout cas du remaniement général d'un territoire, où on quitte un système jacobin très pyramidal, enfin nous on le connaît bien avec la SNCF ici, mais, qui d'un seul coup arriverait à remodeler complètement le territoire. Donc ça c'est une autre histoire qui est possible, mais qui a quand même des racines. Nous, on en a une autre encore qui est, en effet, c'est une évolution. Enfin, la loi vient rattraper un phénomène économique et social que nous, on observe aussi depuis une dizaine d'années à Moscou. Moscou, c'est une métropole qui dit pas son nom. Officiellement, le Grand Moscou n'existe pas. On invite même les Français comme Grimbart c'est assez rigolo d'ailleurs, on n'aura pas le temps d'en parler, mais à faire le Grand Moscou. Moscou est déjà une métropole avec... Et malheureusement, moi, quand j'y vais, je vais filmer notre futur. Ça me fait un peu flipper. Et qu'après, est-ce que le storytelling métropolitain cache par nature ou par accident d'autres storytelling? Alors, je vais citer un monsieur qui est plutôt un exégète de la métropole, qui s'appelle Alain Bourdin, qui a publié « Être métropole dans un monde incertain ». Je crois que vous le Donc, citez. il participe d'ailleurs à la séquence suivante. En 2017, édité par le POPSU. Tout est édité par le POPSU. Ceux qui ne connaissent pas bien le POPSU, c'est l'agence de promotion du phénomène métropolitain en France, quand même. Alors, je pense qu'on pourra avoir la contradiction tout à l'heure dans les questions. On l'aura sans aucun doute, et le PUCA aussi d'ailleurs. Certains revirements autour de 2010-2014. Bref. Être métropole dans un monde incertain. Je cite l'auteur. Quelqu'un me dit, alors, à quoi servent les métropoles? Telle n'est pas la question. Les métropoles existent. Elles sont le lieu où se fabrique le monde de demain. Point. Pour ainsi dire. C'est-à-dire, il y a quand même quelque chose de la volonté d'annulation d'une quelconque critique ou d'une quelconque autre storytelling. Non, les métropoles existent, c'est un fait, et en effet, ce que vend la métropole, c'est sa naturalité. C'est l'idée que, naturellement, on va devenir métropole. Et des fois, là, on a parlé d'ailleurs de plein de choses. On a parlé de territoire, on aurait pu parler de biorégion, enfin, il y a d'autres concepts, etc., dont je ne suis pas particulièrement proche du reste. Mais c'est véritablement ça, le storytelling métropolitain. C'est annuler l'ensemble des autres storytelling possibles et annuler, de fait, par nature, la contradiction à son propre développement. Est-ce qu'on n'arrive pas là à vous entendre dans une espèce d'impasse, ou est-ce que pour pouvoir sortir de cette impasse, il s'agirait que c'est ce que vous évoquez dans votre livre, Jean Debrie, que cet État métropolitain est une transition, notamment une transition dans l'exercice du pouvoir, et avec cette question de la démocratie qui élit, Fabienne Fendrich, là aussi quand on discutait, vous me disiez le terme métropole n'incarne rien parce que je n'élis pas directement les élus qui siègent. On va faire un tour de table là-dessus. Fabienne. Rapidement, oui, effectivement, moi je crois que la métropole, elle est en marche, et je reviens sur ce que j'ai dit au début, c'est-à-dire que pour lui donner corps, il y a le performatif, mais il y a aussi l'arpenter et ramener ça à un temps qui dépasse largement notre temps humain, enfin notre temps des 5 ans ou des 10 ans d'élection. Donc, bien évidemment... j'ai envie de dire, rendez-vous dans 30 ou 40 ans pour voir effectivement comment cette identité métropolitaine sera accaparée par les uns et les autres. Et heureusement que le temps, finalement, est quelque chose qui nous sauve, parce que je crois qu'on aurait fait aussi beaucoup de dégâts si on s'en était arrêté à un temps politique d'un mandat de 5 ans ou de 7 ans. Voilà. C'est mon côté optimiste des choses. Michel Bussy et Jean Debrie sur cette impasse ou pas, et comment en sortir? Oui, sur l'idée que la métropole existe par nature, quand même, ne pas oublier quand même que la métropole, pour l'immense majorité des gens, n'existe pas. N'existe pas au sens où ils n'en ont pas grand-chose à faire de la métropole. C'est-à-dire que la métropole est encore bien moins puissante que les communes. Alors bien sûr, si on est dans les quelques urbanistes ou géographes, etc., qui s'intéressent à la question,
Et ils vont regarder ce que produit la métropole. Mais enfin, pour la grande majorité des gens, la métropole, elle s'arrête effectivement au théor et au ramassage des déchets. Pour le reste, elle n'existe pas et n'existe essentiellement leur maire et leur commune, qui existent bien plus que la métropole dans pratiquement tous les domaines. Et ne serait-ce par contre pas. Et un truc qui m'a marqué par exemple pendant le Covid, la crise, c'est que les métropoles n'ont absolument pas existé. Elles ont existé, quelques semaines quand on a mis le couvre-feu aux limites des métropoles. C'est à peu près le seul moment où on a dit en France qu'il y avait un fait urbain et un fait rural. C'est à peu près le moment. Le reste du temps, on a passé notre temps à observer des cartes départementales, donc qui par nature nient le fait urbain et le fait métropolitain, en disant voilà, il y a des, et on le fait encore aujourd'hui d'ailleurs, il y a des zones en Seine-Maritime, c'est rouge, dans l'Eure c'est vert, ou l'inverse, et donc sans du tout tenir compte du fait métropolitain. Ce qui montre qu'effectivement, à l'échelle de ce que le citoyen lambda va connaître, la métropole n'existe pas et que pour la grande majorité des politiques, on l'a vu dans cette crise, la métropole était complètement écrasée sous d'autres échelles, dont le département, qui est par nature l'échelle qui écrase les métropoles. Donc ça veut dire encore qu'en dehors de ce storytelling, dans un domaine précis qui va être effectivement des ajustements techniques où on fabrique du consensus, pour le reste du temps, je pense que la métropole est loin d'être reconnue comme un espace de vie. Et c'est même plutôt l'inverse qui me surprend, c'est-à-dire effectivement une majorité des gens habitent ou se situent par rapport à un centre-ville, par une distance à la ville, par une distance qu'ils parcourent tous les jours, mais que cette notion-là, politiquement, ne se traduit généralement par rien, en tout cas pas par des actions concrètes au sens citoyen, c'est-à-dire au sens où les gens auraient à se décider de cet espace de vie-là. Leur espace de vie, de décision politique, il est complètement déconnecté de cet espace métropolitain, me semble-t-il, puisqu'ils votent dans une commune, éventuellement dans un département, un canton, une région, mais enfin l'espace métropolitain, il n'existe jamais, et je pense que la plupart des gens d'ailleurs ne savent pas où leurs impôts partent pour la métropole. Enfin, c'est quelque chose qui est extrêmement lointain et technique. Alors, est-ce que le recollement de ces différentes couches de storytelling, Jean de Brie, passe justement par cette évolution évoquée dans votre livre, d'un point de vue démocratique notamment? Oui, je pense que ça c'est une évidence pour à peu près tout le monde, c'est-à-dire on est dans une situation un peu paradoxale où les élus municipaux ont des projets, une forme de légitimité démocratique, mais plus de compétences, et où la métropole a des compétences et des moyens, et moins de légitimité démocratique par rapport à son mode d'élection. Donc je pense que beaucoup de gens appellent à une évolution législative qui ferait des métropoles des institutions élues au suffrage direct universel, pour dire les choses simplement. Ce que je voulais dire, deux choses, c'est que ça ne résume pas toute la démocratie, c'est-à-dire que l'institution soit représentative du point de vue démocratique, c'est qu'un des instruments d'une démocratie urbaine, qu'il faut aussi que d'autres dispositifs d'inclusion et de concertation se mettent en place. Je voulais bien, si vous me permettez, rebondir quand même sur les deux interventions, sur le fait... donc on a proposé une réflexion dans le cadre du programme POPSU, qui n'est pas une plateforme de promotion de l'avantage métropolitain, qui est une plateforme de réflexion sur le fait urbain. Il y a du POPSU métropole, du POPSU territoire, plateforme qui associe des chercheurs variés, qui jouent le jeu de discuter avec des acteurs de l'action publique, et qu'au au fond, moi je crois, un trait commun, c'est de penser justement que ces oppositions métropole, pas métropole, urbain, périurbain, rural, etc., ne disent plus grand-chose en fait de ce qu'est le territoire. Et que le territoire fonctionne plus comme ça, que c'est pas parce qu'on vit dans le périurbain qu'on n'est pas métropolitain, et c'est pas parce qu'on vit dans un espace dit métropolitain qu'on n'est pas périurbain. Et donc ce qu'on essaie d'observer dans ce programme POPSU, qui s'appelle La métropole et les autres, c'est la nature de ces relations. Parce que quand on dit la métropole n'existe pas, moi je suis assez d'accord, mais il faudrait entendre ce qu'on entend par métropole quand on dit cette affirmation. Ce qui est sûr, et ça moi je le sais depuis longtemps, parce que je fais de la géographie depuis longtemps, et de la géographie urbaine depuis longtemps, c'est que les bassins de vie ont changé, que les pratiques des gens ont changé. Moi je travaille spécifiquement sur les questions de mobilité. Donc je ne peux pas couvrir tous les sujets, mais je travaille beaucoup sur les questions de mobilité. Ce qui est évident, c'est que si on veut réguler et promouvoir une mobilité autre que cette mobilité individuelle, automobile, dont il va falloir sortir, il faut quelque part une autorité organisatrice qui est capable de proposer à cette échelle des mobilités des dispositifs et des instruments qui permettent de faire évoluer. Et c'est ça que je trouve intéressant. Moi, je ne suis pas
Alors vraiment pas un promoteur du fait métropolitain. J'insiste, je ne sais même pas le définir. Je ne saurais pas définir, moi, ce qu'est une métropole. Je sais définir ce qu'est une métropole du point de vue institutionnel. Et c'est déjà beaucoup. Et j'essaie de caractériser les effets que ça a. Après, est-ce qu'il y a une métropole? Est-ce que c'est pas une métropole? Est-ce que c'est une métropole? Je trouve que c'est un débat qui est intéressant, mais qui, moi, ne m'intéresse pas. Et d'ailleurs, dans le livre, hein, vous montrez à quel point un territoire métropolitain, finalement, est fait de... Il y a des éléments qui échappent à l'institution en termes d'interterritorialité, qui se jouent sur des proximités qui peuvent être géographiquement lointaines, mais pas en termes de fonction, etc. Donc, il y a toutes ces dimensions que vous évoquez. Oui, c'est ça, parce que le récit... D'ailleurs, on ne l'a pas défini, storytelling, ça me fait penser qu'on n'a pas défini, on joue un peu dessus, mais ce qui est intéressant d'ailleurs de jouer dessus. Mais moi, j'aurais tendance à dire que c'est un storytelling parmi d'autres, et que ce qui compte, c'est pas tant de savoir... ce qui est intéressant, c'est de voir comment ce récit métropolitain et les dispositifs peuvent dialoguer ou pas avec le reste, avec ce qui n'est pas métropole. Je ne sais pas ce qui n'est pas métropole, beaucoup de choses, avec ce qui est régional, avec ce qui est interrégional, en tant que dispositif de politique publique. C'est-à-dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce dispositif de politique publique. Je pense que les politiques publiques ont des choses à dire au territoire, que le territoire a des choses à dire aux politiques publiques. Et c'est peut-être dans ce sens-là que ça fonctionne moins bien, où effectivement, peut-être que les politiques publiques métropolitaines n'écoutent pas encore assez le territoire. Mais ceci dit, je pense que moi, je crois aux politiques publiques et leur caractère... pertinent en termes d'agenda de transition. Et à cet égard-là, par rapport à des espaces urbains qui se sont dilatés, par rapport à des pratiques de l'urbain qui ont changé, par rapport à des pratiques de mobilité, d'achat, de consommation, de travail, qui sont plus du tout les mêmes qu'avant. C'est-à-dire, ce qu'on oublie de dire, là on dit il n'y a pas de métropole, peut-être il n'y a pas de métropole au sens qu'on lui donne aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne bouge plus du tout pareil en 2020 qu'en 1970. Et donc c'est logique, on habite plus pareil, on consomme plus pareil, on travaille plus pareil. Et donc évidemment, cette évolution des modes de vie, et donc des espaces de ces modes de vie, appellent à des échelons de régulation qui sont à cette échelle. Voilà. Après, est-ce qu'ils sont bons, suffisamment démocratiques? Probablement pas, mais je pense quand même que cette évolution des bassins de vie, cette réorganisation de la géographie des bassins de vie, appelle des échelles qui peuvent tenter en fait de proposer des régulations sur des sujets qui sont des sujets de politique publique. Je vous invite à vous signaler pour poser vos questions à nos invités. Nous avons un quart d'heure devant nous. Alain Bourdin, forcément, vous allez répondre. Vous avez été interpellé, donc un micro vous arrive. Je remercie Stanley Cambo de m'avoir cité, mais il m'a fait dire à peu près le contraire de ce que je veux dire. D'abord, on était à la fin d'un cycle de recherche sur les métropoles, plus d'une dizaine de métropoles françaises définies comme telles. Deuxièmement, cependant, le texte que j'ai écrit s'intéressait plus à cette métropole comme entité socio-économique et politique et territoriale, donc comme entité, plus qu'aux définitions juridiques à la française. Clairement, on était dans... Alors c'est vrai que c'est très difficile de définir les métropoles, c'est quand même intéressant d'essayer de faire des définitions, même si elles sont partielles, ça amène à se poser des questions. Mais surtout, le dernier point, c'est que vous m'avez un peu tronqué le but de la manœuvre, c'était de dire les métropoles sont là, il faut qu'elles exercent leurs responsabilités. Et la fin de mon texte dit les métropoles, puisqu'elles sont là, bien ou mal, puisqu'elles sont là, il faut qu'elles assument leurs responsabilités vis-à-vis de l'ensemble des territoires et vis-à-vis de l'ensemble de la société. C'était ça mon idée. Et vous me l'avez un peu volée. Merci pour cette précision, Alain Bourdin. Des questions ou des remarques sur ces dimensions? Qu'est-ce qui fait territoire? Qu'est-ce qui fait récit collectif, en particulier à Rouen et dans sa région? N'hésitez pas. Vos regards sont les bienvenus. Moi, j'ai une question à poser peut-être à Stanley Cambo. Finalement, en fait, Jean Debry répond oui au fait métropolitain. Alors c'est vrai que c'est difficile à définir, mais qui mettrait en silence d'autres récits qui seraient contradictoires. Mais finalement, une institution dont le périmètre d'action est extrêmement défini en termes de compétences, etc., est-ce qu'il peut
finalement cet espace entendre les récits qui parlent d'autre chose que ce que la loi lui confère comme sujet. Et finalement, j'ai l'impression qu'on a quasiment un cercle vicieux de voix qui ne peuvent pas s'entendre ou s'écouter parce qu'elles n'ont pas prise sur la même chose. Il me semble que, oui, en termes de politique publique, de politique générale et de politique territoriale en particulier, oui, on est arrivé à un stade talmudique. C'est commentaire sur commentaire et on n'arrive pas à s'en sortir. Alors, il y a une différence entre entendre et écouter. Je pense qu'à minima, l'institution devrait écouter les récits du bas. Son logiciel n'est pas fait pour, a priori, mais enfin, c'est pas en mon pouvoir de le modifier. En revanche, c'est peut-être au pouvoir de l'institution elle-même de réformer son dispositif. Et après, il y a autre chose en termes de périmètre d'action, le truc qui est toujours un peu... Enfin, moi, qui me semble toujours un peu inquiétant quand on parle de la métropole ici. Hein. Donc, encore une fois, pas de confondre la métropole et le territoire dont elle s'occupe. Hein, mais néanmoins, il y a toujours... Elle nous fait vivre en état de projet permanent. Et elle-même est en état de projet permanent. Il n'y a pas un moment où elle pose ses valises, elle dit « moi je fais ça et je suis ça ». Donc là, on est en train de parler, on n'a parlé que de la métropole de Rouen là, alors que le projet qui est en cours là, c'est la métropolisation du Havre à Paris. C'est-à-dire faire le fameux projet Haropa, hein, qui doit faire, donc localement c'est Le Havre, Rouen, Paris, à l'étranger c'est Harbour of Paris, donc pour vous faire comprendre un peu la logique territoriale, et le double storytelling déjà là, rien que dans un pauvre acronyme, et qui a un état, en tout cas pour les gens qui sont... Alors les gens ne se reconnaissent pas dans la métropole, mais la métropolitique, donc j'ose le mot, hein, enfin, le fait qu'il y ait peut-être un changement de régime aussi, la métropolitique fait vivre quand même les gens dans un état d'intranquillité constant. Et en effet, il y a peu de gens dont la métropole s'occupe, hein, comme vous le disiez juste avant, et il y a des gens dont elle s'occupe particulièrement. Donc nous, par chance ou par malchance, on travaille avec eux depuis 20 ans, c'est les gens du voyage. Alors si vous voulez voir quelqu'un qui est plus intranquille qu'un voyageur dans la métropole de Rouen, qui est le plus condamné à vivre toujours à côté des déchetteries, qui n'est toujours pas relogé après la catastrophe de Lubrizol, même provisoirement, les voyageurs sont revenus s'installer sur place, là oui, on peut se poser la question de qu'est-ce qu'on entend, à quel point la parole des voyageurs est institutionnellement tue, à quel point l'indignité est institutionnellement, administrativement orchestrée par les mêmes personnes depuis 20 ans. Là, oui, on peut se poser... Voilà, il y a un moment où il faut... Le problème, c'est qu'avec la métropole, on part rapidement du sexe des anges, quoi. Voilà. On arrive à des stades de décollement tels qu'on a même du mal à parler du réel, hormis parler de transport. Enfin, bon, c'est pas tout, quoi, le transport, y compris doux, écolo, à l'hydrogène. Merci. Il y a une question dans la salle. Monsieur, je vous invite à vous présenter. Bonjour. Jean-Michel Clémenceau. Je suis habitant de Rouen, acteur associatif, très intéressé par toutes vos interventions, vos regards croisés. Une première observation, je suis un peu navré que dans tous vos propos, vous utilisez ce terme « storytelling ». C'est un peu dommage. Notre langue française est riche, donc essayez quand même de conserver des définitions qui nous parlent à nous, ici en France, à Rouen. Alors, vous l'avez dit, moi je considère que notre métropole est très hétéroclite. Il n'y a pas un mot qui la définit, et je m'arrêterai, et je remercie notamment Michel Bussy, d'avoir utilisé ce mot, de parler des populations, de populaires. Dans beaucoup de vos interventions, on oublie, on parle des paysages, des usines, des bois, des éléments agricoles. Oui, mais autour de tout ça, il y a des êtres humains, il y a des populations. Elles existent et elles sont très diversifiées, très mélangées. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que je suis Rouennais ou que je suis petit ou grand Quevilly? Il y a des éléments qui nous rassemblent sans aucun doute, mais il y a des éléments qui nous opposent. Et moi, quand je suis à Rouen, je vais très peu sur Sotteville ou Le Trait, voire sur Elbeuf aussi. On est concentré dans nos territoires. C'est sûr que celui qui travaille bouge peut-être un peu plus.
Moi, vous m'excuserez, j'ai passé un âge où je vais travailler régulièrement. Mais je suis engagé quand même dans beaucoup d'associations, donc je voyage aussi, je suis un nomade, je m'intéresse beaucoup aux autres. Voilà donc quelques éléments de témoignage que je voulais vous indiquer. Vous les utiliserez peut-être dans tous ces récits ou ces histoires. Merci. Merci, monsieur. Vous avez raison d'insister sur l'humain qui fait le sens de ces territoires. Je ne sais pas si quelqu'un veut réagir aux propos de monsieur. Vous pouvez le faire. Je surveille en même temps si une autre main se lève. Oui, non, je suis assez d'accord avec vous. Hein. En effet, il y a quelque chose de l'ordre de l'aplanissement des identités qui sont très différentes, y compris des identités et des disparités sociales sur un territoire que recouvre celui de la métropole, qui est énorme. Enfin, on a des communes ouvrières, traditionnellement ouvrières. On a aussi des choses qui sont de la non-commune, qui se développent. C'est les berges de Seine, c'est quand on a tenté de réinventer la Seine, on avait une logique de reconquête. On allait reconquérir les berges pour nous, les Rouennais. On n'a pas tellement regardé les gens qu'on envoyait dehors au moment où on faisait la reconquête des berges. Et ça, c'est vrai tout du long de la Seine. Chaque fois qu'il y a reconquête, il faut se poser la question de savoir sur quel cimetière indien on est en train de construire la métropole gaie et joyeuse avec des barges de coworking. Et voilà. Non, je suis tout d'accord avec vous. Ouais. Et pour storytelling, ouais, moi j'aime bien le terme, c'est un côté... Vous voyez, clip. Alors, clip, en tout cas, le terme porte ses travers quand j'évoquais les enjeux de marketing, de publicité, d'histoire racontée peut-être plus, enfin en tout cas autre que les réalités. Michel Bussy. Oui, moi je suis aussi tout à fait d'accord avec ce qui est dit. Enfin, je crois qu'on est finalement assez d'accord tous ensemble sur cette idée effectivement que l'intercommunalité fabrique du consensus et que du coup le consensus empêche de voir souvent les problèmes, en tout cas de régler un certain nombre de choses qui ne peuvent pas se régler par consensus, mais politiquement à un moment donné sur des choix politiques. Et donc depuis le début, je pense qu'effectivement l'intercommunalité pose un réel souci, c'est-à-dire que l'intercommunalité, c'est du gagnant-gagnant, c'est effectivement s'occuper de ce qui ne fâche personne. Et du coup, on néglige ce qui fait quand même la proximité des gens, c'est-à-dire un certain nombre de compétences. C'est vrai que l'intercommunalité ne parle pas des compétences scolaires, ne parle pas de l'éducatif, ne parle pas de la santé, ne parle pas finalement de ce qui crée les inégalités. Et c'est quand même un souci de se dire que peut-être qu'on va transférer de plus en plus de compétences à des métropoles, politiquement, sans que les compétences permettant de réguler ces inégalités, qui par ailleurs sont plutôt croissantes, ne soient gérées. Et ça, pour moi, ça pose quand même un vrai problème structurel dans ce fonctionnement français des métropoles, qu'il va bien falloir un jour trancher. Et pour l'instant, je ne vois pas quand même beaucoup de lois ou de mouvements législatifs pour se dire qu'il y a peut-être un souci dans les compétences intercommunales ou dans le système démocratique, en tout cas, qui permettrait effectivement de réguler ces inégalités qui sont quand même, énormément de problèmes aujourd'hui dont on nous rabat les oreilles à la télé, sont quand même liés à ces inégalités urbaines, pour ne pas employer le mot métropolitain, ces inégalités urbaines qui sont... Et effectivement, la métropole n'a pas les outils pour se pencher sur eux. Je vous propose en fait un tour de table de mots de la fin, parce que le temps file, il nous reste 3-4 minutes. Qui veut prendre la suite des propos là, de Michel Bussy, qui finalement, il y a eu un effort aussi de synthèse finalement d'un certain nombre de choses qu'on a pu dire. Stanley Cambo, Fabienne Fendrich et puis ensuite Jean Debré. Moi, je suis nul en synthèse, donc je pourrais pas faire mieux. Non, c'était juste c'était plutôt un rebondissement. Ne nous arrêtons pas à l'idée que ça soit juste un champ d'intercommunalité. C'est que ça va plus loin, le phénomène métropolitain. J'en veux pour preuve une réunion qui a eu lieu en 2017. C'était accueilli au CESI à Mont-Saint-Aignan, donc sur le campus de l'université, invité Jacques Attali, le président de la métropole de l'époque, le président d'Aropa et l'héritier du plus grand grainetier local. Et ils étaient en train de nous raconter ce qu'ils allaient faire de l'axe Seine. Dans la littérature un peu spécialisée, entre autres les quelques ouvrages du Popsu que j'ai eu la chance de lire, on nous parle d'agilité métropolitaine, c'est-à-dire cette capacité d'être agile entre le public et le privé. C'est aussi un des enjeux de ce qu'on analyse nous comme un changement politique qu'on observe à l'est de l'Europe et en Russie en particulier. C'est aussi quelque chose qui se détache de la politique telle qu'on la connaissait jusqu'à présent. Voilà. Et que le récit est porté, cette fois-ci, de manière... On avait une droite décomplexée, on a aussi maintenant des régimes décomplexés aussi, où on peut se mettre à table,
Voilà, un industriel, un directeur de port et un président de métropole sont en train de dessiner l'avenir sous nos yeux. C'est une vraie question politique. Ouais. Merci à vous, Fabienne Fendrich. C'est complexe, ces territoires, ces échelles, ces regards. C'est complexe parce que, en fait, ce que j'entends à travers nos échanges et puis même à travers les quelques questions de la salle, c'est qu'effectivement, derrière les mots, on ne met pas du tout les mêmes choses. Et moi, quand je vous ai parlé de paysage, j'ai l'impression d'avoir raconté mon histoire personnelle, donc d'avoir parlé de l'échelle de l'arpentage. Et vous dites, ah ben non, vous n'avez pas parlé des populations. Mais pour moi, les populations, c'est tout aussi ethnologique enfin, utiliser ce mot-là à quelque chose de aussi pour moi très violent, quoi. À mon niveau personnel, on peut le définir. Et quand j'entends voilà, la métropole comme effectivement une institution politique, je ne m'y retrouve pas. Donc, je n'ai pas de mots de conclusion à dire. Alors, je suis peut-être un peu béni oui, sans doute, mais je crois encore que la question du temps, c'est-à-dire que cette histoire métropolitaine, ces récits individuels qui vont se juxtaposer, s'épaissir pour construire la réalité de cette métropole, c'est quelque chose qui va mettre, comme les communes, enfin peut-être 1000 ans avant qu'effectivement on ait la notion de village, de ville, voilà. Donc je suis peut-être très inconsciente par rapport à tout ça, je m'en excuse face au public, mais en même temps, je trouve que l'échelle de la métropole est aussi une échelle qui est différente, qui est variée et qui autorise quelque part la diversité d'expression. En tout cas, moi, je le sens comme ça à Rouen, à travers, par exemple, le collectif Fiers de Rouen. Je sens des diversités qui commencent à s'exprimer. Je sens ça. Le deuxième point que je sens, c'est aussi finalement une inversion des modèles où on est moins dans un système descendant politique jusqu'à un territoire, où on est plus dans une dimension où on commence à regarder effectivement le territoire et où les choses remontent. Donc là encore, c'est pas gagné, mais on commence la question, par exemple, de l'expérimentation. Elle pose bien ces questions-là, c'est-à-dire comment on part d'un territoire pour remonter à une politique publique. Voilà, ça fait partie du chemin de la vie et du chemin de nos territoires. Donc voilà, on a encore du chemin, beaucoup à faire pour s'entendre, pour s'écouter, mais aussi pour partager sur ces mots très, très différents. Merci Voilà. à vous, Jean Debris. Alors, c'est toujours le plus dur d'être le dernier à prendre la parole, mais est-ce que là, en 1 heure, c'est toujours frustrant parce qu'on a effleuré plein de sujets qui mériteraient autant de journées de travail? Est-ce que là, il y a pourquoi pas des futures recherches-actions pour vous, vos étudiants, le POPSU, pourquoi pas en partenariat avec Échelle Inconnue pour explorer différemment? C'est un des enjeux de se poser des questions nouvelles, de faire un pas de côté. Ouais, je veux bien. Ouais, alors, oui, alors, d'une certaine façon, moi, je conclurai en disant que, de façon un peu paradoxale, le terme métropole nous encombre. Il nous encombre en fait ce terme de métropole parce que tantôt il définit une institution métropolitaine, tantôt il définit un espace socio-économique, et puis souvent on utilise les deux sans dire comment on l'utilise. Et donc en fait on s'aperçoit que cet encombrement. Par contre, ce qui est vrai, c'est que c'est une institution métropolitaine en construction qui structure un récit. Je pense qu'il faut le prendre au sérieux parce que ça structure des échelles de politique publique nouvelles dans lesquelles se développent des instruments, des plans qu'il faut regarder au sérieux. Mais le terme métropolitain est quand même chargé. Ce que je disais au début, je voulais revenir dessus, c'est-à-dire qu'il est quand même chargé non pas d'une lecture technocratique, mais d'une lecture assez attractivité, concurrence, etc. Alors que je pense que c'est plus ça qui est à l'agenda, en tout cas de la recherche. Et pour connaître pas mal de travaux de mes collègues dans d'autres plateformes POPSU, on sent bien que c'est plus tellement ce qui intéresse la recherche
que de se poser la question est-ce que c'est performant ou pas, que plutôt de traiter la question des impensés, est-ce que le fait métropolitain ne traite pas Il y a beaucoup en fait de plateformes PopSu qui travaillent sur l'hospitalité, sur l'inclusion, sur la métropole par le bas, sur qu'est-ce qu'oublie la métropole. Donc ça me permettrait de dire que oui, avec plaisir en fait, sur des avantages. Enfin, je pense qu'il n'y a pas de. C'est comme ça que je peux conclure en fait. Oui, je pense que ça appelle aussi à des dispositifs de réflexion dans la controverse de ce type-là, et que j'ai pas de. Voilà. Eh bien, merci à vous quatre, Michel Bussy, Jean Debris, Tani Cambo et Fabienne Fendrich, pour ces échanges, du grain à moudre pour nos réflexions à venir. Merci à vous. On peut les applaudir, s'il vous plaît. Et puis, on poursuit nos échanges dans 10 minutes, à 17h30 précis, ici même. Penser la métropole post-carbone et l'affaire. Ce sera une discussion avec Alain Bourdin, que vous avez eu le plaisir d'entendre, Hélène Pesquine et Marie Attino. Rendez-vous dans 10 minutes. Merci.